Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bienvenue pour la deuxième soirée de cette 4e saison de Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Je suis Marie Morel, libraire au comptoir des mots et animatrice de Girls Power. Et voici Léna Ambert qui a rejoint l'équipe de Choc du comptoir et qui s'occupe de nos rayons de littérature étrangère, entre autres, et qui est aussi une fine lectrice de sciences humaines et qui a donc organisé cette soirée avec moi. En juin, quand on a entendu parler de la sortie de ce livre qui retrace l'histoire des féminismes, nous avons aussitôt eu envie de faire une soirée autour de ce livre, et surtout vu l'actualité française internationale de ces dernières années, on s'est dit que c'était le moment pour faire ça. C'est pourquoi nous sommes ce soir avec Florence Rochefort, qui est historienne au CNRS, et Bibia Favard, maîtresse de conférence à l'Université Paris 2. Donc bienvenue à vous deux, et merci d'être là. Donc vous êtes toutes les deux co-autrices de « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féministes de 1789 à nos jours, qui vient d'être publiée par les éditions de la Découverte, que vous avez rédigée avec Michel Zancarini-Fournel, qui n'est malheureusement pas là ce soir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient l'idée d'écrire cette somme et pourquoi avoir choisi la date de 1789 ? Donc, je peux commencer sur l'idée d'écrire ce livre. Je pense que c'est venu de 3 canaux différents. Le premier, c'était un séminaire que nous avons fait ensemble à l'EHESS, qui a été très formateur. Nous l'avons fait, donc, Michel Zancarini-Fournel, Florence Rochefort et moi, à partir de 2013. Donc, c'est intitulé Socio-Histoire des féminismes. Et donc c'est là que nous avons commencé à réfléchir, à roder nos travaux, nos réflexions sur l'histoire des féminismes pour pouvoir le transmettre. On a aussi été interpellés, sollicités par les étudiantes, les étudiants qui suivaient ce séminaire, et donc ils nous ont amené aussi à réfléchir notre manière de dire l'histoire et de la transmettre. Et puis donc ensuite on a eu envie de passer de ce travail de transmission à un ouvrage. Et puis donc ça c'est le deuxième canal, hein, l'envie d'écrire ensemble. Et donc ça s'est très bien passé. On s'est vraiment très bien entendu aussi sur l'écriture. On avait déjà écrit un livre ensemble qui s'intitulait Les lois Veil, contraception et avortement, chez Armand Collin. Et ensuite, on est allé avec ce projet à la Découverte, qui l'a très bien reçu, qui nous a vraiment accompagnés, qui avait envie aussi de publier des ouvrages sur les féminismes. Donc c'est à la fois la rencontre avec les étudiantes et les étudiants, notre travail en commun, notre envie de transmettre en commun, et puis cette rencontre avec la Découverte qui s'est très très bien passée aussi. Sur 1789. Alors, 1789, c'était déjà le choix au moment où on a fait ce séminaire. Et c'est vraiment l'entrée dans une matière et un contexte politique où la revendication d'égalité n'est plus seulement l'égalité de nature, comme ça pouvait l'être même Christine de Pisan en 1405, ni l'égalité seulement dans l'éducation ou éventuellement dans l'accès des métiers, mais vraiment l'égalité par rapport à un nouveau monde politique qui déclare l'égalité de tous devant la loi et qui décrète les droits de l'homme, sans préciser, bien entendu, les ambiguïtés que relève cette formule. 2 questions en une, enfin une question en 2, comme vous voudrez. Pourquoi a-t-on aussi peu réussi à transmettre l'histoire des féminismes au fil des générations de militantes, et comment aborder aujourd'hui tous ces mouvements passés? Je pense notamment à un exemple que vous citez d'une fascination, par exemple, des féministes des années 68 pour les Saint-Simoniennes. Enfin, on en parlait dans le livre, et je voulais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la fascination, est-ce qu'il y a autre chose? Comment est-ce que vous voyez ce...
Alors on dit, enfin, je pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de transmission, parce qu'il y a des formes de transmission qui ont varié dans le temps. Il y a le travail de thèse de Marion Charpenel qui a travaillé sur la mémoire féministe et qui montre qu'à chaque moment de forte mobilisation, il y a une volonté aussi de retourner à l'histoire et de reconstituer un récit qui effectivement parfois c'est un peu dilué parce qu'il n'est pas forcément transmis par des institutions. Cela dit, aujourd'hui, il y a différents canaux de transmission de cette histoire. Il y a déjà le développement institutionnalisé de l'histoire des femmes et du genre, et d'ailleurs moi j'en suis une des bénéficiaires parce que voilà, j'ai appris cette histoire des femmes du genre à l'université. J'ai découvert les travaux de Florence Rochefort et de Michèle Zancarini-Fournel qui ont été pionnières sur l'histoire des femmes du genre et des féminismes grâce à des bibliothèques comme Marguerite Durand par exemple, des centres d'archives comme les centres d'archives des féminismes à Angers. Donc il y a des canaux de transmission, il y a aussi une transmission familiale qui peut se faire de cette histoire, et puis il y a quand même la transmission par les mouvements féministes eux-mêmes qui font un travail voilà pour connaître cette histoire et la transmettre aux générations futures. Néanmoins, c'est vrai que on remarque que cette histoire, elle est pas très bien connue du grand public, justement parce que elle apparaît comme une histoire très spécialisée à mon avis, et donc qui n'est pas intégrée dans un récit historique classique. Et là, à mon avis, il y a quand même le défaut de la transmission par l'école, par le primaire, le secondaire, voilà, qui et ce n'est pas faute de tout. Enfin, disons qu'il y a pourtant un énorme travail des associations comme l'association Médemosine pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, ou l'association Archives du féminisme qui travaille à ça, mais on n'est pas encore à quelque chose qui est bien connu, qui est bien intégré. Peut-être que Florence va ajouter quelque chose. Oui, peut-être que le besoin d'histoire, on le sent aussi sur d'autres sujets, c'est disons dans des mouvements sociaux, mais aussi plus largement une opinion, c'est un peu par cycle. Donc c'est pas seulement un effet de mode, je crois que c'est vraiment un besoin d'une certaine approche de certains phénomènes du passé. Et puis on va jusqu'à nos jours dans l'ouvrage, donc c'est aussi ce lien entre le passé et le présent. Et on avait comme une démarche socio-historique, c'est-à-dire de partir de problématiques d'aujourd'hui pour faire des généalogies de pensée et de mobilisation autour de questionnements. Donc ça se voulait pas complètement exhaustif, même si on redonne évidemment les éléments clés. Mais en revanche, il y avait vraiment une question politique sur les questionnements d'aujourd'hui, dont je suppose vous allez nous relancer là-dessus. Peut-être une question plus d'historienne. Ce serait comment aujourd'hui retrouver la trace de ces femmes dans les archives, qui ce sont donc ces femmes ordinaires. Je pense notamment au 19e siècle. Comment retrouver donc leur parcours, les voir, et notamment donc il y a des femmes qu'on connaît, qui ont un parcours assez connu, mais c'est aussi un peu l'ambiance du temps, les femmes dont on n'a pas de traces. Comment faire ce travail d'archives et de construction d'une histoire? La quête d'archives, c'est l'élément essentiel déjà pour pouvoir raconter cette histoire. Elle a quand même été faite, on n'est pas parti de rien. C'est un livre à la fois de synthèse, de recherche et de relecture. Donc il y avait quand même des travaux qui ont déjà, exploré des potentiels d'archives, comme Dominique Godineau sur la Révolution française, Michel Rieussarcet, Christine Planté sur le 19e, et puis on les cite bien entendu à chaque fois, et on est tout à fait redevable évidemment de ces travaux. Et puis, ce qui était aussi amusant, et c'est le cas pour toutes les trois, on a réinterrogé nos propres écrits pour essayer de trouver des éléments
qui renouvelle un récit en y intégrant davantage la question du genre, des classes sociales et de la racialisation ou des races. Donc c'est en partant de ces 3 questions, et puis dans le genre, avec ou à côté les sexualités. Donc ça, si vous voulez, ça nous donnait un fil conducteur. Donc par exemple sur les saint-simoniennes, j'ai tout relu, il n'y a pas non plus tant de choses que ça. J'ai tout relu avec l'envie à la fois de restituer une histoire que peut-être beaucoup ne connaissaient pas, mais aussi d'y apporter une précision à chaque fois qu'il y avait quelque chose sur l'esclavage, sur les colonies, essayer de mieux comprendre le rapport aux sexualités, parce qu'on dit beaucoup qu'elles étaient toutes pour l'amour libre, mais en fait c'est un vrai débat, puisqu'il y en a qui le choisissent et d'autres pas. Donc c'est essayer d'aller un peu plus finement dans ce qui nous intéressait au départ. Et ça a été vrai pour la presse tout au long de la Troisième République, où j'avais déjà beaucoup lu et beaucoup emmagasiné, puisque j'avais fait ma thèse sur cette période, mais j'ai relu et retrouvé des tas de choses que j'avais pas vues, et bien entendu avec le regard de Michel et de Bibilla, parce que c'est vraiment un ouvrage à 3. Et Michel a aussi énormément apporté sur colonie, colonisation, sur les femmes noires, sur ces mobilisations de femmes colonisées, qui était quelque chose sur lesquels soit nous n'avions pas jusqu'à présent de travaux, c'est-à-dire qu'on a bénéficié aussi des thèses récentes qui nous ont poussé, qui nous ont permis d'enrichir ce récit. Et puis quelquefois c'est nous-mêmes qui sommes allés à la pêche aux informations et aux archives. Voilà, et sur les types d'archives, c'est vrai qu'elles sont très variées. Il y a donc beaucoup la presse qui est effectivement utile, mais il peut y avoir aussi des correspondances, il peut y avoir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, parfois des archives judiciaires qui éclairent cette histoire des féminismes. Et il faut pas croire que plus on avance dans le temps, plus on a d'archives, parce que on a aussi des périodes où les archives ont été mal conservées, pas très bien transmises. Et ce qu'on remarque par exemple sur les années 1970, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont conservées donc dans les centres d'archives que j'ai déjà cités, donc à Angers ou la bibliothèque Marguerite Durand. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a toute une série de travaux qui aujourd'hui s'intéressent à ce qui se passait au niveau local, donc dans toute une série de villes, à Rennes, à Toulouse, à Lyon, à Grenoble. On commence à avoir à Lille, à Marseille, on commence à avoir toute une série de travaux qui se sont intéressés à partir d'archives cette fois-ci municipales ou départementales, des enquêtes orales aussi, qui s'intéressent à un autre récit de ces années 70, de ces féministes des années 70, qui viennent enrichir en fait celui qui est très connu et qui était très centré sur Paris jusque-là. Et puis évidemment il y a aussi toute une réflexion sur les circulations transnationales, sur comment on peut intégrer donc les différentes échelles. Et ça c'est un exemple de renouvellement à partir des archives qui n'avaient pas été vues jusqu'ici, qui n'avaient pas été connues, et de travaux qui ont permis de les mettre en lumière et aussi d'éclairer des figures qui ne sont pas du tout connues, parce que les figures connues par exemple des féminismes des années 70, c'est des parisiennes en fait. Donc ça permet aussi d'avoir un regard un peu différent et d'enrichir le récit connu. Ce qui me permet aussi de dire que si vous participez actuellement à une mobilisation féministe, de bien garder vos archives et de les transmettre au centre d'archives en question, parce qu'évidemment il y a beaucoup de traces en ligne aujourd'hui pour le trait contemporain, mais il y a aussi tout ce qu'on ne trouve pas en ligne, et donc il faut penser à ça aussi. C'est aussi un travail militant que de conserver et de transmettre par les archives. À la lecture de votre texte, on est frappé par la stabilité de l'antiféminisme. C'est assez impressionnant comme depuis la Révolution française, ce sont les mêmes arguments qui sont lancés aux femmes. Leur violence qui leur est reprochée, elles sont qualifiées d'hystériques, de mégères, etc. Qu'est-ce qui explique ces comportements et la continuité de ces comportements ? Alors l'explication, elle est très vaste et très complexe. Parce que c'est peut-être le point de départ, c'est-à-dire que l'antiféminisme, c'est le sens commun. C'est d'abord la misogynie,
et de cette misogynie qui peut être donc une haine des femmes, du féminin, la peur des femmes, la peur de leur sexualité, la peur du sang des femmes, etc. Ça, c'est quelque chose qui traverse notre civilisation. Et puis le fait que dès qu'elles transgressent les normes de genre, elles sont considérées comme dangereuses et perturbatrices de l'ordre social. Donc encore plus quand elles veulent parler d'elles-mêmes en leur nom propre. Et encore plus quand elles veulent réclamer des droits et un changement profond, voire révolutionnaire. Donc c'est aussi pour ça, ça pose la question pour nous aussi des frontières mobiles de ce mouvement féministe. Parce que l'antiféminisme est finalement si prégnant. Alors, il se nomme pas de cette façon-là, mais ça pourrait être tout simplement l'hostilité à toute manifestation de révolte des femmes. Mais il est si prégnant et si dominant que finalement, les féministes développent des stratégies en fonction de ce qu'elles ont soit vécu, soit qu'elles présupposent, soit ce qu'elles savent déjà qu'on va leur renvoyer. Donc, il y a des stratégies de contournement, parfois de séduction, ou au contraire d'hyper-provocation, par rapport à l'hostilité, mais j'ai l'impression qu'elle est première, avant même qu'il y ait eu un geste de révolte. Et du coup, ces gestes, ils sont très multiples. Et c'est une des choses qu'on a voulu montrer, c'est que c'est la multiplicité des stratégies et des positionnements féministes. Dans une université, je change un peu de sujet, mais dans une université française qui est aujourd'hui dans une situation assez critique, je pense à la réforme, la LPPR là, qui vient de passer, la baisse des financements il y a quelques temps de l'Île-de-France sur les recherches, sur les études de genre. Quel avenir pensez-vous pour l'enseignement de l'histoire des féminismes et plus largement des études sur les femmes, sur les études de genre, dans ce contexte-là ? Non, mais je dis c'est pour elle parce qu'elle a quand même été à la tête de l'IEC, l'Institut Émilie du Châtelet. Donc elle connaît bien ces questions d'institutionnalisation. Disons, c'est ce dont on s'aperçoit, c'est à la fois que les études sur les femmes et le genre ou l'étude des féminismes, voilà, fait partie de ces nouveaux sujets émergents, même si ça fait quand même déjà pas mal d'années, mais c'est des sujets fragiles, comme il y en a d'autres. C'est-à-dire que ce ne sont pas les seuls. Et la LPPR, c'est une catastrophe pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas que pour l'histoire des femmes et du genre. C'est la précarisation de la recherche, c'est le fait que l'État choisisse les sujets à l'avenir sur lesquels nous aurions la possibilité de demander des financements. C'est des choses extrêmement graves qui sont en train de se mettre en place. Mais par ailleurs, il y a aussi une hostilité spécifique au genre et sur l'expérience de l'Institut Émilie du Châtelet, qui était un institut, disons, financé par la région Île-de-France et qui a permis de fournir plus de 90 bourses de doctorat et de post-doctorat, plus de toutes sortes d'activités de vulgarisation savante. C'est quelque chose qui s'est arrêté d'un coup d'un seul au moment où la majorité est passée à droite et où ce thème en plein moment de la manif pour tous donc a été considéré comme si sulfureux qu'il n'était pas question de continuer ces financements. Donc en fait, ça dépend beaucoup des contextes, on dépend aussi des personnalités engagées et qui souvent vieillissent, prennent leur retraite et il n'y a pas toujours le relais puisque une sorte de blocage aussi sur les postes parfois, donc renouveler des générations qui veulent bien prendre ces sujets. Par ailleurs, il peut y avoir aussi hostilité des collègues à l'intérieur d'un département qui ne voient pas forcément d'un œil très favorable ce type d'initiative. Donc à la fois, il y a beaucoup plus d'initiatives qu'avant et à la fois, elles sont particulièrement fragiles parce que c'est encore beaucoup considérés, et en particulier en histoire, comme des sujets militants égale non scientifiques, égale partisans, donc non objectifs. Donc on a encore toujours ce soupçon, alors que voilà, ça fait longtemps qu'on a déconstruit ce genre de raisonnement, mais néanmoins ils sont encore très très puissants dans une discipline assez conventionnelle. Du coup, je voulais vous poser la question de comment pensez-vous l'inscription de ce livre dans le paysage de la discipline historique ? Vous pouvez peut-être un peu plus détailler ça ?
Oui, alors déjà peut-être pour rebondir sur la question précédente, on peut dire que quand même ce qu'on observe depuis quelques années, depuis le moment de renouveau des mobilisations féministes, c'est qu'il y a une très très forte demande de la part des étudiantes et des étudiants. Et donc ça quand même, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir, et donc on est quand même porté par cette demande, et donc on a aussi la possibilité de créer des nouveaux cours. Moi, dans mon université, j'ai pu créer un cours genre et médias, c'est passé sans problème. Voilà, donc on est aussi porté par ce renouveau des mobilisations. Et donc sur la réception par les historiennes et les historiens, par le champ historique, alors pour le moment on n'a pas trop d'éléments tangibles pour répondre, parce que c'est vrai que la réception universitaire elle est un peu plus longue à venir que la réception médiatique ou du public immédiat, parce que le temps de faire des comptes rendus dans des revues, ça prend plusieurs mois. On observe quand même un réseau important de personnes qui travaillent en histoire des femmes et du genre, qui donc soutiennent ce genre d'initiative et qui sont des relais pour faire connaître ce type d'ouvrage. Et je pense que l'idée de ce livre, c'était aussi de faire un travail qui était solide, qui était appuyé sur un ensemble de recherches, sur des archives. On a pu obtenir une bibliographie complète des notes de bas de page. Donc pourquoi on a mis ces notes de bas de page aussi? C'est pour parler non seulement à un public large, mais aussi pour parler à un public universitaire et pouvoir s'insérer dans un dialogue avec des non-spécialistes pour justement essayer que ce récit d'histoire des féministes ne soit pas toujours mis à côté des autres récits historiques d'histoire politique ou d'histoire sociale ou d'histoire des mobilisations collectives, mais plutôt qu'il puisse s'intégrer plus largement à un ensemble de travaux préexistants. Donc on espère que il va être reconnu comme tel, parce que on a vraiment fait ce travail pour être à la fois lisible d'un public large, mais aussi de pouvoir avoir une réception auprès des collègues. Puis on peut peut-être ajouter que nous sommes toutes les trois vraiment des spécialistes de la question. Donc ça fait des années qu'on travaille sur cette question. Donc même s'il y a un effort et une envie pédagogique, puisqu'on a dit que c'était tiré d'un séminaire, c'était aussi une envie de toucher un peu un grand public, ou un public plus large, ou rendre l'écriture accessible. Mais c'est néanmoins le fruit d'années de travail. Donc c'est une sorte quand même de sédimentation d'une approche. Peut-être, comme on vous l'a dit, on a un peu bougé, on s'est posé des questions un peu nouvelles, et tant mieux. Mais si vous voulez, ça part quand même d'un socle extrêmement solide. Donc, espérons que ce livre puisse trouver son public aussi par des gens qui le transmettront dans leur pratique historique. C'est ce qu'on souhaiterait, aussi bien des collègues dans le secondaire, bien que ce soit toujours très difficile parce que les programmes sont surbookés, qu'il n'y a pas la place, il n'y a jamais le temps. Mais là, je crois qu'on donne un peu une synthèse de ce qui serait possible. Et puis, et s'ils veulent aller plus loin, il existe aussi des tas d'autres pistes qui sont indiquées. Donc, mais après, il y a des tas d'autres blocages sur cette transmission de ce savoir, et qui est de plus en plus en décalage avec une envie de connaissance et de savoir. Donc jusqu'à quand le rapport de force sera en notre défaveur dans les institutions, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les féministes françaises ont des spécificités dans leurs actions, dans le contexte, même si le contexte du coup a évolué, mais est-ce que les féministes françaises ont quelque chose de particulier dans leur choix aussi de sujet? C'est une très vaste question, une question passionnante, justement parce que nous on a choisi, donc ça ne vous échappe pas, de se concentrer sur l'espace français, mais y compris donc évidemment pas seulement métropolitain, mais avec les colonistes en histoire coloniale. Mais donc on a choisi de se concentrer d'abord sur la France parce qu'on a ressenti le besoin aussi de faire le point et d'offrir un ouvrage qui prenne en écharpe toute cette période de 1789 à nos jours, et qui donc intègre les travaux existants,
parce que voilà, il me semblait qu'il y avait quand même un manque de ce type d'ouvrage qui n'existait pas pour l'instant. Mais donc évidemment les mobilisations féministes, comme ce sont des mobilisations qui s'intègrent dans les questions sociales et dans les questions politiques, elles sont très liées à un contexte national, politique national. Mais en même temps, ce qu'on essaye de montrer, alors peut-être qu'on n'a pas eu l'espace de le faire totalement ici, c'est que ces mobilisations sont traversées par des circulations transnationales dès le départ, donc des circulations de textes, des traductions, évidemment, des circulations de personnes, des correspondances, des échanges. Donc il y a des effets de transfert, d'adaptation, de mots d'ordre, de revendications, de modes d'action. Ces féministes, elles se regardent les unes les autres, elles se connaissent. Donc on a vraiment cet aspect-là, mais néanmoins, on n'a pas encore totalement pour toutes les périodes. Pour les périodes un peu plus anciennes, on a quand même pas mal de travaux sur ces formes de circulation. Mais sur les périodes plus contemporaines, on manque encore de travaux parce que d'une part, on n'a pas forcément des synthèses sur les différents états existants, et puis parce que c'est pas si évident que ça de retracer justement ces formes de circulation qui sont parfois complexes. Alors il y a des très beaux travaux sur, par exemple, des traductions d'ouvrages, comme Notre corps nous-mêmes, par exemple. Donc cette brochure, puis cet ouvrage produit par un groupe féministe de Boston qui a circulé dans le monde entier. Et là, à travers vraiment la matérialité des traductions, de la circulation de l'ouvrage, on peut voir comment en fait voilà, ces circulations sont à l'œuvre. Et donc je réponds pas à votre question sur la spécificité parce que c'est assez compliqué de répondre pour toutes les périodes. En fait, c'est vrai que ça dépend vraiment du contexte. Donc en France, c'est vraiment quand même marqué par les contextes révolutionnaires de 1789, de 1830, 1848, la Commune. Mais il y a aussi des choses que l'on retrouve voilà, dans différents pays. Peut-être que Florence souhaiterait compléter. Oui, je crois qu'en tout cas, ce serait l'objet d'un autre livre, de faire du comparatisme. Et pour ça, il faudrait des sommes un peu équivalentes sur d'autres pays. Et c'est vraiment ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'il y a absolument besoin d'un récit européen, international. Donc moi, j'avais fait un petit opuscule un peu de bilan de ce qui existait, disons, de plus facile d'accès au niveau linguistique, déjà sur une histoire mondiale des féminismes. Et on voit apparaître des spécificités qui sont toujours liées au contexte. Peut-être une parmi d'autres, c'est qu'il n'y a pas eu de greffe féministe dans le mouvement socialiste en France comme il y en a eu en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Et on voit des groupes de suffragettes ouvrières socialistes et ensuite dans le communisme. Donc cette greffe-là n'a jamais pris de façon importante comme dans d'autres pays. Et là, il y a un antiféminisme assez spécifiquement français dans la gauche et l'extrême gauche. Alors on accorde un certain passage à Proudhon qui est une sorte de cas malheureusement très français d'hostilité quasi pathologique aux féministes, et qui pourtant le père de l'anarchie, pourtant quelqu'un de fondamental dans la pensée du mutualisme, la coopération, des coopératives, du mouvement coopératif, d'une critique du capitalisme, mais qui est absolument vraiment maladivement hostile aux femmes. Et donc on a essayé de montrer que dans ses œuvres posthumes, il y a des éléments de sa haine de la sexualité féminine qui sont sans doute évidemment à mettre en lien, bien que ses œuvres n'étaient pas publiques à ce moment-là. Et c'est aussi ensuite, disons, il y a déjà cette greffe qui ne prend pas. Donc 1848, donc ce sont vraiment des rendez-vous manqués, des trahisons, une hostilité absolument farouche à des moments où elles sont déjà complètement attaquées par les pouvoirs de droite, ou ces nouveaux républicains qui ne veulent pas supporter les mouvements populaires. Donc elles sont vraiment dans un créneau très étroit pour s'exprimer et explorer une pensée politique. Et pourtant, on les trouve avec une ambition, comme Jeanne de Rouen, révolutionnaire, où elle s'autorise à penser vraiment la transformation des rapports sociaux et du politique. Et elle ne reste pas enfermée dans un créneau, mais c'est ça aussi qu'on leur reproche.
de ne pas rester dans un créneau qui serait uniquement féminin. Donc voilà, ça c'est une caractéristique. Une autre qui est très présente et très prégnante aujourd'hui, c'est le rapport à la République et cet idéal républicain qui serait universaliste et qui ne supporterait aucune spécificité, aucune parole minoritaire, au risque d'être détrôné définitivement au profit du chaos politique. Ça, c'est aussi une particularité du contexte français. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur les mouvements sociaux, donc, aujourd'hui, depuis 2016, on a quand même un contexte de mouvements sociaux qui sont quand même très présents. Je pense aux Gilets jaunes, aux mobilisations sur l'écologie. Et je voulais avoir votre point de vue sur la place qui est accordée au féminisme dans cette récente recomposition politique. Ce que vous pensez voir advenir. En tout cas, MeToo. Oui, alors c'est sur la... bon, disons que les mobilisations féministes font partie de ces ensembles de renouveau des mobilisations que vous évoquez. Donc, on a une séquence d'intenses mobilisations. Donc, vous avez cité les Gilets jaunes et les mobilisations écologistes, mais les mobilisations féministes, voilà, ont aussi mis des centaines de milliers de personnes dans la rue, ce qui, en fait, est assez... marquant dans cette histoire des mobilisations féministes, d'avoir de si grosses manifestations, notamment autour des questions des violences sexistes et sexuelles. Et donc, on a à la fois un moment spécifique aux mobilisations féministes qu'on a appelé dans l'ouvrage le moment MeToo, qui s'inscrit dans une histoire longue de dénonciation de ces violences qui s'inscrivent depuis les années 70 dans une volonté de dénoncer, de dénaturaliser ces violences et d'y remédier par différentes politiques publiques, par l'action sociale, par aussi la nécessité de prendre conscience de l'existence de ces violences et de leur continuum dans l'espace public et dans l'espace privé. Donc on a à la fois ce moment MeToo qui est effectivement à la fois national et transnational. Et donc on a aussi alors l'intégration dans d'autres mobilisations collectives, la fameuse convergence des luttes, elle s'est quand même faite autour déjà de personnalités féministes qui sont engagées, qui sont multi-engagées. Donc ça c'est assez classique dans l'analyse des mouvements sociaux, c'est que elles sont multi-positionnées, donc elles peuvent être à la fois actives dans des syndicats, dans des associations féministes, être très impliquées dans différentes mobilisations. On a eu aussi une convergence autour de la question des mobilisations contre la réforme des retraites, par exemple avec le groupe des Rosies, qui ont fait des actions spécifiques dans les mobilisations, dans les manifestations contre la réforme des retraites. Et puis, par exemple, elles étaient présentes à la manifestation du 8 mars, donc elles ont fait ces formes d'imbrication. Et puis sur la question des Gilets jaunes, on a vu émerger des groupes de femmes Gilets jaunes spécifiques, certains se revendiquant des féminismes, d'autres non. Mais on voit que quand même c'est ce contexte spécifique à la fois de forte mobilisation et de répression de ces mobilisations a quand même favorisé des formes de circulation qu'on peut percevoir par exemple aussi dans les chants. Le chant qu'on retrouvait dans les manifestations Gilets jaunes, on est là. En fait, on l'a retrouvé aussi au 8 mars sur la question des violences. Donc, on voit aussi quand même un certain nombre de choses s'imbriquer, effectivement, dans le contexte particulier que nous sommes en train de vivre. Et il y aurait des parallèles à faire avec les années 1970, où c'est un moment aussi où tout d'un coup, la question féministe et la révolte féministe va aller en cercle concentrique de plus en plus large et toucher des syndicats, des partis, des groupes de quartier, des groupes d'autres villes. Enfin, il y a quelque chose qu'on ressent ou qu'on constate, même si l'enquête scientifique n'est pas encore aussi évidemment poussée sur aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'on perçoit en tout cas, c'est que tout le monde veut s'emparer de cette question
et que tout d'un coup elle devient extrêmement riche de propositions et de relais, même si après les modes d'action ou les conclusions pourront être divergentes. Vous posez la question, la communication peut-elle changer le monde ? À vous lire, on remarque le rôle primordial qu'a eu la presse, notamment au XIXe et au XXe siècle. Pensez-vous que les réseaux sociaux remplissent aujourd'hui la même fonction ? Alors c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que j'enseigne dans un département de sciences de l'information et de la communication. Et donc j'ai été amenée à diriger, à suivre des travaux sur les mobilisations en ligne. Et ce qui m'a tout de suite interrogée en tant qu'historienne, c'était de savoir ce que l'Internet faisait aux mobilisations féministes. Est-ce que c'était un total renouveau ou est-ce que c'était dans la continuité de modes d'action préexistants ? Est-ce qu'on pouvait voir effectivement dans les réseaux sociaux une continuité, par exemple des groupes de parole ou par exemple des courriers d'électrices. Est-ce qu'on pouvait dans les témoignages personnels tels qu'ils sont exprimés sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on pouvait faire des continuités entre chaque moment de forte mobilisation féministe où on a une explosion médiatique. Souvent ça va de pair aussi avec une explosion médiatique plus large, hein. Donc on voit s'insérer les mobilisations féministes dans cette réflexion médiatique intense, par exemple en 1789, en 1848. On voit aussi ça dans l'après 68, 1968, et donc on voit aujourd'hui aussi ce foisonnement médiatique. Donc quel parallèle on peut faire ? Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que il y a un effet d'échelle très important qui est à l'œuvre avec évidemment Internet et les réseaux sociaux, que tout d'un coup ça a rendu beaucoup plus visible aussi ce féminisme, comment l'appeler, ce féminisme anonyme, ou ce féminisme des personnes qui ne sont pas forcément engagées dans des associations, qui sont pas forcément des militantes très actives, mais qui revendiquent une identité féministe sur ces réseaux sociaux. Et donc ça, quand même, ça a toujours, à mon avis, existé dans l'histoire, c'est-à-dire ces personnes anonymes qui viennent renforcer le mouvement, mais qui sont pas forcément connues, qui laissent pas forcément de traces. Là, tout d'un coup, elles laissent des traces, et même on peut compter ces traces. Et donc l'effet MeToo, c'est effectivement l'accumulation des témoignages militants et anonymes qui va tout d'un coup faire poids, faire masse, et qu'on peut compter avec Internet. Donc il y a quand même un effet de démultiplication assez intense. Et je me suis perdue dans ma pensée. Mais ce que je voulais dire, c'était que donc on a quand même des formes de continuité et des formes d'accélération. Voilà. Alors ce que je voulais dire, par contre, ce qui est frappant, c'est que les mobilisations en ligne n'ont pas remplacé les mobilisations hors ligne, bien au contraire, elles sont très complémentaires. Et par exemple, on le voit avec les colleuses. Donc il y a à la fois donc une réappropriation de la rue et de cet espace traditionnel des mobilisations collectives avec ces affichages militants. Et en même temps, voilà, ce sont aussi, il y a une esthétique particulière, il y a un côté très standardisé qui fait que ça circule très facilement sur les réseaux sociaux. Et donc on va toujours prendre des photographies pour ensuite les diffuser. Et c'est par cette circulation intense aussi que on va de nouveau avoir des collages dans la rue parce qu'ils sont imités, parce qu'ils sont appropriés par différents groupes partout en France et même à l'étranger. Donc il n'y a pas de rupture. Et puis voilà, les manifestations de grande ampleur ont aussi montré la complémentarité entre c'est en ligne et hors ligne. Par contre, ce qui est frappant, pour terminer, c'est que cette communication qui peut changer le monde, c'est vraiment ce qu'on perçoit aujourd'hui chez un certain nombre de militantes qui ont vraiment la foi dans la possibilité de changer les mentalités, de changer les politiques par cette action massive de communication. Et on a l'impression que la communication devient aujourd'hui un peu la clé de ce militantisme qui vient bien sûr compléter d'autres militantismes. Voilà, l'insertion dans l'action sociale, dans l'action plus politique aussi, mais donc il y a quand même ce volet-là qui prend de plus en plus d'ampleur dans les mobilisations féministes, me semble-t-il, aujourd'hui. Il y a eu le mariage, il y a eu le droit de vote.
Aujourd'hui, vous avez cité le collectif Nous Toutes qui se concentre sur les violences sexistes et sexuelles. Est-ce qu'il faut se concentrer sur un point en particulier pour faire avancer les choses ? En tout cas, c'est dans l'histoire de ces mobilisations, on a donc insisté sur ce S des féminismes et comment rassembler des paroles qui ont besoin d'exprimer en tant que je et qui vont créer un nous, mais comment faire ce nous ? C'est une vraie question pour l'histoire des féminismes et c'est aussi autour de ces de ces scansions de mobilisation autour d'une revendication phare qui va permettre, mais qui fait peut-être un peu écran historiquement, parce que en fait, quand elle réclame le droit de vote, elle réclame plein d'autres choses, et on a essayé de montrer justement que la question du genre, des normes de genre, de vouloir une autre féminité, éventuellement de remettre en cause des masculinités qu'on dirait nous hégémoniques, à ce moment-là, mais malgré tout, c'est vrai qu'une revendication permet de faire mouvement. Et ça permet de rassembler et de donner cette force politique d'un nous, les femmes, et nous voulons cette revendication. Donc effectivement, ça a été le suffrage et aujourd'hui la violence, même si la violence c'était aussi déjà une question dans les années, même avant, disons beaucoup dans les années 1970, mais on s'est amusé à la retrouver aussi avant, de façon plus anecdotique ou autour des faits divers. Donc on voit bien que quand même la palette de questionnement, c'est peut-être, enfin en tout cas c'est ce qu'on a essayé de montrer, que cette palette du questionnement féministe, elle était extrêmement riche, y compris dans les période plus ancienne où on a tendance à la réduire à la citoyenneté et que autour de la citoyenneté il y a des tas d'autres questions qui sont posées, mais néanmoins c'est ce concept-là et c'est cette revendication qui permet de les rassembler. Dans votre livre, il y a l'idée quand même de reflux constant des avancées qui est assez présent. Je pense notamment en 1920, la France de Vichy, etc. On a quand même des avancées qui sont toujours menacées. Et je voulais vous demander si aujourd'hui, est-ce que vous envisagez un fort recul possible des droits des femmes. Je pense notamment à Trump, à la nomination à la Cour suprême de la nouvelle juge qui est très récente, évidemment au Brésil de Bolsonaro. Comment est-ce que vous envisagez vraiment ce fort à fond aux droits des femmes qui en ce moment devient très prégnant? C'est quelque chose qui peut-être nous motive aussi et motive peut-être le mouvement. J'ai l'impression que tous ces signaux assez catastrophiques de l'extrême droite ou de ces mouvements hyper droitiers très masculinistes, et ils mettent beaucoup l'accent sur ce masculinisme et cet antiféminisme, j'ai l'impression que c'est aussi un des moteurs de la mobilisation d'aujourd'hui. Ce n'est pas le seul, mais cet effet de blocage, cette sensation d'absolu ras-le-bol de ce qui ne change jamais politiquement au sens large, y compris donc des rapports hommes-femmes ou des rapports de genre, et cette sensation d'arriver dans une impasse et de vouloir sortir de l'impasse, elle est aussi une révolte contre ces mouvements aux États-Unis, en Hongrie, en Turquie, au Brésil, où on a vraiment une sensation d'un besoin absolu de la politique pour réagir. Après, sur la question de succession entre des moments de forte mobilisation, de reflux, effectivement, il peut y avoir des moments de contexte historique où parce qu'il y a un changement de régime, il y a un changement politique, il y a un changement de majorité, on voit les choses se refermer très clairement. Mais ce que l'on voit aussi quand même, on en revient à l'antiféminisme, c'est l'émergence de mouvements antiféministes extrêmement forts, là où les mobilisations féministes sont très fortes aussi. Donc c'est une bonne question de savoir qu'est-ce qui entraîne l'autre, hein. Je pense que c'est mutuel. Mais on a quand même traversé une période où on a l'impression, certains diraient qu'on a un triomphe des féminismes, mais on a quand même observé ces derniers temps une très intense mobilisation anti-théorie du genre et anti-mariage pour tous, hein, quand même, donc qui était très
très insérés dans des réseaux que Florence Rochefort a étudié également. Et donc on voit aussi une riposte notamment religieuse et catholique contre ces mobilisations féministes. Donc voilà, on a quelque chose aussi de concomitant qu'il faut regarder en même temps, parce que l'intensité des mobilisations féministes provoque aussi des très intenses mobilisations qui s'y opposent. Donc il y a aussi cet effet de concomitance et pas seulement de reflux a posteriori. Alors, pour terminer du coup et continuer sur cette question-là, est-ce que ce travail de recherche pour ce livre-là que vous effectuez depuis quelques années, est-ce que de voir ces ripostes et ce travail de recherche, ça vous a rendu plutôt optimiste ou plutôt découragé par rapport aux prochaines années ? On est optimiste. Florence, on a quand même fini plutôt sur l'optimisme, mais ça après c'est le tempérament de chacune. C'est aussi parce qu'on voudrait participer, disons d'abord, rendre hommage à ces mouvements qui nous ont portés et qui nous portent, et en même temps vouloir contribuer aussi à apporter de la matière, sans forcément des options théoriques très sophistiquées. On apporte de la connaissance pour que chacun puisse essayer de s'en emparer et de réfléchir. Donc on a fini quand même avec cette phrase où nous espérons pouvoir participer à ce que nous avons nommé l'insurrection féministe. Donc je crois que c'était une vision quand même assez optimiste. Mais on n'est pas là pour prédire l'avenir. Disons, au moment même où nous avons fini notre propos, qui était juste au moment du confinement, on a dû rendre tout ça le 15 mars. On était peut-être encore porté par cette manif du 8 mars 2020. Il y avait une énergie dans la manif de novembre 2019, dans la manif du 8 mars 2020 qui, sur lequel on avait envie de rester et pas d'annoncer des mauvaises nouvelles. C'est vrai que c'était assez porteur d'aller à la manifestation et de rentrer pour écrire les dernières lignes. C'est vrai que c'était du coup le tout est assez optimiste, même si on est quand même réaliste sur ces réalités ambivalentes. On se sent quand même porté par ce moment particulier, et on l'a vraiment vécu en tant qu'historienne des féminismes, ne serait-ce que par la réception de cet ouvrage, la possibilité de le publier. Je pense que 10-15 ans en arrière, ça n'aurait pas du tout été la même chose. On va s'arrêter là pour notre discussion. Donc merci à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup. On remercie également les éditions de la Découverte qui ont permis d'organiser la rencontre. Et puis merci à vous toutes d'être venues ce soir. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.